Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour ce dernier Mediapart en direct de l'année 2014 pendant lequel notre rédaction est ouverte aux caméras et notre site en accès libre jusqu'à minuit. Désertez donc les éreintantes courses aux cadeaux de dernière minute et installez-vous devant vos écrans non seulement pour profiter de notre offre de Noël, 20 € seulement pour 6 mois d'abonnement, mais aussi d'un live d'envergure en 3 temps. À 20h30, travail en miettes et chômage de masse sont au programme d'une soirée ouverte par un grand témoin, Pierre Jox, qui reviendra notamment sur le détricotage et le rabotage du Code du travail, et structurée autour de 2 tables rondes, l'état des lieux d'un travail atomisé pour débuter et l'état des luttes contre la précarisation pour poursuivre. Avant cela, à 19h, ne manquez pas notre séquence Retour sur enquête, consacrée au lien entre le Front National de Marine Le Pen et la Russie de Poutine, des relations faites de lobbying trouble et de prêts libellés en roubles. Mais tout de suite, pour à peu près une petite heure, c'est de géopolitique et de politique du changement climatique et du dérèglement climatique dont nous parlons avec Jade Lingard. Bonsoir Jade. Bonsoir Joseph. Alors que la COP 20 de Lima vient de se terminer avec à peu près comme seule décision de se retrouver pour la COP 21 de Paris l'an prochain, ce n'est pas tant des arguties de la négociation climatique dont nous parlons ce soir que de ce que produit dès aujourd'hui le dérèglement climatique et ce que cela implique sur à la fois nos choix de vie, nos choix de société et sans doute nos matières de lutter. Pour cela, pour mener cette discussion avec nous, 2 invités. François Gemène, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chercheur à l'Université de Liège et à l'Université de Saint-Quentin en Yvelines et vous venez de publier Controverses climatiques, sciences et politique, c'est aux presses de Sciences Po. Et à vos côtés, Lucie Pinson, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes, vous, membre des Amis de la Terre, une association qui vient notamment de publier un rapport intitulé « Charbon, l'argent sale des banques françaises ». Alors, on le voit, la diplomatie du climat est à la peine. Et si un accord sur le climat sort de la conférence de Paris de l'année prochaine, ce que beaucoup espèrent et ce à quoi s'attellent des centaines, si ce n'est des milliers de délégués de tous horizons, si cet accord existe au final, on sait d'ores et déjà qu'il n'empêchera pas un réchauffement planétaire en dessous de 2 degrés, seuil qui est considéré de manière assez consensuelle comme étant potentiellement déclencheur de catastrophes. Mais si on vous a invité ici ce soir, c'est parce que même si cette diplomatie est en difficulté, et finalement c'est l'histoire de cette diplomatie aussi d'avoir eu comme ça quelques avancées et beaucoup de recul, ce n'est pas parce qu'elle est en difficulté que le dérèglement climatique n'est pas d'ores et déjà une réalité. Le climat change, il change le monde dans lequel nous vivons. Il est possible que notre année 2014 soit la plus chaude, en tout cas l'une des plus chaudes jamais enregistrées. Ces phénomènes se produisent aujourd'hui. Et pour bien comprendre que cette réalité est en réalité extrêmement concrète, j'aimerais vous demander, François Gemène, pour commencer, vous qui avez parlé de géopolitique du climat dans un ouvrage précédent, comment est-ce que vous décririez la géopolitique du changement climatique ? Je dirais qu'il faut partir du commencement et se dire que l'environnement, depuis toujours, a été un marqueur essentiel de la manière dont s'organisaient les rapports de force, les rapports autour des ressources naturelles, aussi la distribution de la population à l'échelle de la planète. Tout cela a été déterminé en grande partie par l'environnement. Or, nous sommes aujourd'hui à l'aube d'une transformation majeure de l'environnement qui, de surcroît, va se produire dans un laps de temps extraordinairement court, en l'espace d'un siècle ou d'un peu plus d'un siècle. Et donc, toutes ces données fondamentales vont être profondément redistribuées. C'est-à-dire qu'on va parler de la redistribution de l'équilibre entre les États, des questions de compétition autour de ressources naturelles, de questions simplement de distribution de la population à l'échelle de la planète, puisque, comme vous l'avez rappelé, l'objectif des 2 degrés est déjà vraisemblablement explosé aujourd'hui et l'enjeu, ce n'est plus de savoir si on va pouvoir rester en deçà des 2 degrés, mais de voir dans quelle mesure on va parvenir à se rapprocher et à ne pas trop dépasser l'objectif des 2 degrés. Et donc, ça veut dire que plusieurs zones du monde, voire même beaucoup de zones du monde, vont devenir complètement inhabitables à l'avenir. Et donc, ça veut dire qu'il ne sera plus possible d'y avoir une activité économique et simplement, il ne sera plus possible d'y habiter. Et donc, ça va redistribuer globalement toute une série d'équilibres
qui s'étaient organisés autour de l'environnement. Alors quand vous dites ça comme ça paraît très frappant, très choquant et presque de la science-fiction, de dire il y a des parties du monde concrètement qui ne seront plus habitables. Des parties qui sont habitées aujourd'hui qui ne le seront plus, on a l'impression quasiment d'être dans un film d'anticipation. Pourtant ce sont des choses extrêmement concrètes. Est-ce qu'on peut donner des exemples de la manière dont ça pourrait se produire? Ce serait suite à des événements extrêmes, à des ouragans, à des inondations. Qu'est-ce qui pourrait produire? Alors généralement on va distinguer trois types de grands impacts du changement climatique qui vont rendre des zones inhabitables. Ça va être bien sûr l'élévation du niveau de la mer. Alors de quoi parle-t-on? Si on reste à 2 degrés, on est sur une élévation moyenne d'1 mètre du niveau de la mer d'ici la fin du siècle. Qu'est-ce que ça veut dire? On ne s'en rend pas toujours bien compte. Ça veut dire que pour chaque centimètre d'élévation du niveau de la mer, ça veut dire 1 mètre d'érosion. Ça veut dire qu'on perd 1 mètre de territoire. Je vous donne simplement un exemple. Ouais. Le Vietnam, par exemple, dans l'hypothèse d'une élévation d'1 mètre du niveau de la mer, va perdre 26 000 km² de territoire, c'est-à-dire à peu près l'équivalent de 10% de son territoire. Et donc c'est considérable, surtout quand on pense à toutes les guerres qu'on a menées et combien la conquête de territoire a toujours été un facteur de guerre. On se rend compte qu'on est ici à l'aube de perdre des kilomètres carrés entiers de territoire sans que vraiment personne n'ait l'air de s'en alarmer. Donc c'est premier type d'impact, la hausse du niveau des mers. Deuxième type d'impact, c'est les catastrophes naturelles qui vont être liées au changement climatique. Des inondations soudaines, des sécheresses, des ouragans et des typhons. L'an dernier, en 2013, 22 millions de personnes ont été déplacées du fait de catastrophes naturelles. C'est-à-dire que les catastrophes naturelles sont devenues aujourd'hui déjà le premier facteur de déplacement de population dans le monde devant les guerres et devant les violences, et Dieu sait si ces guerres et violences ont été nombreuses en 2013. Et puis enfin, il va y avoir les phénomènes de dégradation des sols, de désertification et de sécheresse prolongée, qui, elles, vont entraîner des perturbations majeures dans l'agriculture. Je pense notamment à l'agriculture en Afrique. En Afrique, 1 personne sur 2 dépend directement de l'agriculture pour sa survie. Et donc, ça veut dire qu'on va assister de plus en plus à un exode rural des campagnes vers les villes. Et on voit que la démographie des villes en Afrique est déjà en train d'exploser pour le moment. Donc voilà 3 grands impacts du changement climatique qui, chacun, vont perturber complètement ce qu'on appelle la géopolitique de l'environnement. Alors vous citez le Vietnam, vous parlez de l'Afrique, on parle de pays globalement qualifiés de Sud, de pays en développement, de pays qui sont souvent pauvres. Et c'est vrai que cet argument de l'existence de pays, de communautés vulnérables, plus vulnérables que les autres, se trouvant dans des zones déjà plus pauvres que les autres, est mis en avant par les pays du Sud dans les négociations climatiques. Et c'est l'un des arguments d'ailleurs qu'ils brandissent pour s'opposer à, non pas un accord sur le climat, mais à plusieurs demandes et positions des pays du Nord, en disant « Attendez, ce n'est pas simplement une question mondiale de changement climatique, c'est aussi une inégalité renforcée. Nous avons déjà moins que vous et nous risquons d'être encore plus vulnérables et encore plus appauvris par ce dérèglement climatique. En même temps, on a du mal à percevoir exactement comment cette inégalité se renforcerait. Est-ce que vous pourriez décrire un peu pour vous les processus par lesquels ça pourrait se produire? C'est ce qu'on va appeler l'injustice fondamentale du changement climatique, qui est d'abord une injustice entre États, qui fait que les pays qui seront les premiers, les plus durement touchés par le changement climatique, sont aussi des pays qui sont généralement situés aux abords de l'équateur, où les impacts du changement climatique vont se faire plus durement ressentir, c'est-à-dire généralement des pays en développement, c'est-à-dire des pays qui portent une très faible responsabilité dans le changement climatique. Et pourquoi? Il faut peut-être expliquer pourquoi ils ont une faible responsabilité. Parce que de tout temps, il y a une corrélation très forte entre la croissance économique et la croissance des émissions de gaz à effet de serre. Ce qui veut dire simplement que des pays plus pauvres émettent moins de gaz à effet de serre. Tout l'enjeu aujourd'hui de ce qu'on va appeler l'économie verte ou la croissance verte, c'est de voir si on peut parvenir à découpler des courbes de croissance économique de la courbe de croissance de nos émissions de gaz à effet de serre. Personnellement, je ne le crois pas et je pense qu'il faut mettre en cause le concept même de croissance, mais c'est un autre sujet. Donc, injustice fondamentale parce que les pays les plus pauvres, qui ont la plus faible responsabilité, vont être les premiers et les plus durement touchés. Et injustice aussi au sein de ces pays, puisque les communautés qui vont être souvent les plus touchées et les plus vulnérables vont souvent être des communautés pauvres, marginalisées, qui parfois n'auront pas les moyens de migrer. Et c'est aussi le cas dans les pays riches. Qu'on se souvienne par exemple de l'ouragan Katrina, il y a presque 10 ans, 85% de la population de la Nouvelle-Orléans a évacué avant l'ouragan, 60 000 personnes, 15% de la population sont restées coincées dans la ville de la Nouvelle-Orléans pendant 4 jours et 4 nuits, dans une ville inondée sans aucun secours ni approvisionnement.
Ces 60 000 personnes, elles appartenaient toutes aux couches les plus défavorisées, les plus marginalisées de la population. Et donc on ne parle pas seulement de l'exacerbation d'une inégalité entre États, entre pays du Nord et pays du Sud, mais aussi d'inégalités au sein même des différents pays. Et est-ce que vous comprenez, François Gemène, de votre point de vue de chercheur, pourquoi il semble qu'il n'y ait pas tellement de corrélation ou même de lien, enfin de lien, mais même de corrélation faite entre ce que vous décrivez et la prise en charge politique de cela? Je ne parle pas tant au niveau global, mais est-ce que pour vous, c'est une question qui est liée au fait qu'on a du mal à se représenter malgré tout ce que vous dites, par exemple 10% du Vietnam en moins. On se souvient que le président des Maldives avait voulu alerter sur la situation de son pays en disant « moi je vais être obligé d'acheter un autre pays, enfin je vais acheter des terres parce qu'on va être obligé de déménager ». Est-ce que c'est parce qu'au fond, on se dit qu'il y a toujours eu des phénomènes naturels qui entraînaient de l'exode? Mais moi, où je suis surpris, c'est par exemple, quand on voit les partis qui aujourd'hui, électoralement, ont le vent en poupe en Europe. C'est des partis nationalistes qui, pour la plupart, tiennent un discours très rude sur l'immigration. Pas un ne se dit, bah tiens, il va y avoir de plus en plus de réfugiés climatiques. Qu'est-ce qu'on fait face à ça? On pourrait dire que, même d'une manière cynique, ils diraient, il pourrait se dire on doit agir sur les questions écologiques parce que sinon, aïe, 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 il va y avoir encore plus d'immigration dans nos pays. Moi, je pense que la crise économique et la crise écologique sont profondément liées et que donc les réactions politiques qu'on a par rapport à ces deux crises sont fondamentalement assez liées les unes aux autres et corrélées les unes aux autres. Et que donc la tendance est de dire replions-nous sur nous-mêmes et essayons de protéger nos acquis et de fermer les portes par rapport à un changement pour lequel nous ne voyons pas la solution et qui semble nous dépasser. Et donc je dirais que la réponse, vous disiez très justement que les partis qui ont le vent en poupe en Europe sont des partis nationalistes d'extrême droite. Il me semble que de la même manière que les immigrés sont vus aujourd'hui comme les boucs émissaires et les responsables de la crise économique, et comme on a tendance à dire fermons les portes en période de crise économique, de la même manière par rapport à la question du changement climatique, ces questions de migration climatique vont être considérées comme un problème lointain, éloigné, dont on n'a pas à s'occuper, et donc c'est un peu, après nous, le déluge. Et juste pour finir là-dessus, il est possible aujourd'hui d'avoir un statut de réfugié politique en tant que réfugié climatique ou pas encore? Non. Alors, c'est le statut de réfugié politique qui a été créé en 1951 par la Convention de Genève, qui définit assez strictement les critères pour pouvoir prétendre au statut de réfugié, qui applique notamment de franchir une frontière internationale, d'être persécuté ou de craindre des persécutions dans son pays pour des raisons politiques. Et en 1951, on cherchait surtout à s'occuper des réfugiés de la Deuxième Guerre mondiale. On n'imaginait pas du tout que l'environnement deviendrait une cause majeure de déplacements forcés. Mais c'est une revendication aujourd'hui. Alors aujourd'hui, c'est une revendication. On n'a jamais touché à cette Convention de Genève de 1951. Et aujourd'hui, c'est devenu une sorte de tabou parce que beaucoup disent, et ils ont sans doute raison, que si jamais on touchait à cette Convention, si on l'ouvrait à révision, on irait vraisemblablement dans le sens d'une réduction des droits et des protections des réfugiés plutôt que vers un élargissement de ces droits, puisque, comme vous le rappeliez, on est dans une vague de xénophobie et d'extrémisme rampant. Et donc, on est aujourd'hui face à des migrants qui n'ont pas de statut dans le droit international et on ne sait pas encore très bien comment protéger dans le droit international, puisque la plupart, pour le moment, migrent à l'intérieur des frontières de leur pays, mais ça ne sera peut-être pas le cas dans le futur. Et donc, ce qu'on fait pour le moment, et c'est une initiative, à mon avis, assez intéressante, parce que je ne veux pas non plus donner l'impression qu'on ne fait rien et que tout est bloqué. La Norvège et la Suisse ont lancé, en octobre 2012, une initiative politique intergouvernementale qui s'appelle l'initiative Nansen, et qui vise à essayer de construire un cadre de protection en dehors du système onusien. Et donc, c'est un dialogue intergouvernemental qui va demander au gouvernement qu'est-ce que vous êtes prêt à faire pour renforcer la protection de ces migrants, en ayant réalisé eux-mêmes que le cadre onusien ne permettrait pas de mettre en place cette protection. Mais alors, comment est-ce que vous expliquez que l'immigration, si on peut imaginer que dans un calendrier assez proche, voire qui a déjà commencé, la plupart des migrations du sud vers le nord seront liées à des questions climatiques comme elles ont été liées dans les années 60 à des migrations plus économiques, enfin liées à des questions de famine, des questions vraiment de pauvreté. Pourquoi est-ce que ce soit, et là ça vaut et pour les partis xénophobes et pour l'ensemble de l'échiquier politique, pourquoi est-ce que les migrations ne sont quasiment jamais considérées comme une question en partie écologique et climatique? Parce que je pense qu'au départ, ces migrations sont essentiellement des migrations du sud vers le sud, voire des migrations à l'intérieur d'un même pays, et pas des migrations du sud vers le nord. Et pour que
je dirais, nos politiques se saisissent de la question et traitent véritablement la question de ces migrations climatiques ou écologiques, il faudrait que ce soit des migrations du sud vers le nord, ce qui n'est pas encore le cas. Pour le moment, ça le deviendra peut-être à l'avenir, ce n'est pas le cas pour le moment. Et donc quand on voit la crispation... On peut avoir une idée de quand ça le deviendrait? C'est difficile à dire parce que ça dépend beaucoup des politiques qui seront mises en place. Est-ce qu'on va les laisser venir ou pas? Pour le moment, c'est des populations très vulnérables qui se déplacent. Or, se déplacer demande énormément d'argent, énormément de ressources. C'est des gens qui simplement n'ont pas les ressources aujourd'hui pour pouvoir migrer. Et donc, je dirais que pour que les politiques du Nord se saisissent véritablement de la question, il faudrait que ce soit des migrations du Sud vers le Nord. Et on voit quelle est la crispation politique aujourd'hui autour des dossiers liés à l'immigration. Et donc, je pense que c'est vu par beaucoup de politiques du Nord comme une complexité supplémentaire qui viendrait rajouter de la tension à des dossiers qui sont déjà très crispés et très tendus. Par contre, au niveau international et dans les instances internationales, on a tendance de plus en plus à vouloir considérer que la migration peut être aujourd'hui une stratégie positive d'adaptation. C'est-à-dire que les gens ne vont pas nécessairement migrer une fois qu'ils auront essayé de s'adapter ou parce qu'ils auront échoué à s'adapter, mais qu'au contraire, c'est en migrant qu'ils vont pouvoir s'adapter aux impacts du changement climatique, par exemple en diversifiant leurs sources de revenus. Et donc, de plus en plus, on voit qu'au niveau international, dans les négociations climat ou à la Banque mondiale, il y a des politiques qui visent à essayer de promouvoir la migration comme stratégie d'adaptation. Et donc, on voit qu'on a une schizophrénie totale entre les politiques nationales qui essayent surtout que chacun reste chez soi et que les gens migrent le moins possible, et des recommandations internationales qui visent à encourager la migration comme stratégie d'adaptation. À un moment donné, il va forcément y avoir une collision entre ces deux logiques qui sont tout à fait contradictoires. Alors, si on regarde l'histoire des émissions de gaz à effet de serre, c'est très instructif puisque, en gros, on a à peu près la moitié de ces émissions, donc les émissions qui ont commencé en gros à la révolution industrielle, enfin en tout cas massivement à la révolution industrielle, et sur ce paquet émis depuis la révolution industrielle, environ la moitié ne sont émises que depuis une quarantaine d'années, que depuis les années 70. Donc c'est relativement récent. Et dans son dernier livre, la journaliste canadienne Naomi Klein voit un drame dans le fait que finalement ce dérèglement climatique se soit aggravé en même temps que se déferler sur le monde une vague de néolibéralisme et de privatisation qui a affaibli les États et a affaibli les puissances publiques face à cet enjeu qui devenait de plus en plus colossal. Ce qui pose la question de quel est le bon acteur, finalement, par rapport à ce défi-là, l'acteur public, l'acteur privé. Alors, c'est un peu dans ce contexte-là, Lucie Pinson, qu'on a souhaité vous inviter ce soir. Donc, vous êtes militante aux Amis de la Terre, où notamment vous animez une campagne de militantisme, de mobilisation, sur la question des financements privés et publics. Et la première question, ça va être celle-là. Les Amis de la Terre, c'est une organisation écologiste bien connue, qui existe depuis longtemps. Pourquoi s'intéresser au financement ? Parce que toute transition écologique va forcément nécessiter des sommes considérables à mobiliser dans les années à venir, puisque, comme nous l'avons rappelé, tout va se jouer dans un laps de temps extrêmement court. Il s'agit de changer radicalement nos modes de production et de consommation dans les quelques années à venir. Et pour cela, il va y avoir besoin de mobiliser énormément de financements publics, notamment, comme nous l'avons parlé, afin que les pays industrialisés s'acquittent de leurs dettes en direction des pays en développement, leurs dettes historiques climatiques, et également mobiliser donc, les financements privés, donc principalement des banques, mais également des fonds de pension, afin de transférer les investissements qu'il y a aujourd'hui vers les secteurs des énergies fossiles extrêmement polluants et émetteurs, vers des secteurs des énergies renouvelables, de l'efficacité énergétique. Mais je renouvelle un peu ma question. Pourquoi est-ce que c'est une question d'association écologiste, cet enjeu de financement ? On voit bien l'explication, la logique de votre raisonnement, mais pourquoi est-ce qu'à un moment, vous vous emparez de cette question en tant qu'ONG ? Nous avons commencé à travailler sur la responsabilité des acteurs publics, sur la question de leur financement au niveau international,
donc avec des campagnes qui interpellaient les différents États, donc ici l'État français, sur son rôle d'actionnaire au sein de différentes banques internationales de développement, que ce soit la Banque mondiale, mais également la Banque européenne d'investissement, la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, qui toutes financent des projets dans les pays en développement, au motif de développer ces pays-là, mais qui pourtant soutiennent des projets qui, sur le terrain, ont des impacts très lourds au niveau de l'environnement, que ce soit une pollution de l'air ou une pollution des eaux, qui mettent en péril du coup le droit des populations à un environnement sain et également un accès aux ressources pour pouvoir se développer, et avec un impact au niveau international, au niveau des émissions de CO2. Donc on a commencé à faire campagne vers les acteurs publics, mais il se trouve que les acteurs publics ne constituent qu'une petite partie du problème financier et que s'intéresser à rediriger les financements publics vers des projets, des vrais projets de développement au service des besoins des populations et de la planète ne suffira pas si nous ne nous intéressons pas également au financement privé. Alors, il y a un petit événement qui est passé un peu inaperçu, mais on voulait profiter de cette soirée avec vous pour en parler plus en détail. C'est l'histoire du projet AlphaCoal. AlphaCoal, donc, qui est un projet, on peut dire un giga-projet minier en Australie, donc en situation de projet aujourd'hui, avec tout un système de portage financier international. Dans ce portage financier figurait une banque française, la Société Générale, que vous aviez ciblé, vous, Amis de la Terre, mais également l'association BICI, également ATTAC, enfin toute une série de mouvements s'étaient mobilisés pour dénoncer la participation de cette banque française au financement de ce projet minier et qu'a annoncé récemment la Société Générale concernant AlphaCoal. Alors la Société Générale s'est retirée du projet, mais il est intéressant tout d'abord de revenir aux raisons pour lesquelles nous avons visé la Société Générale sur ce projet, parce que finalement, les banques françaises financent, soutiennent il y a plein de projets énormément fossiles de projets. Donc que vous pourquoi dénoncez. AlphaCoal Nous avons parlé des changements climatiques qui tendent à s'accélérer et malgré cela, l'attente, l'impossibilité pour les acteurs politiques d'avancer vers un accord assez ambitieux qui répondra à l'urgence climatique, comme le montrent encore les dernières négociations à Lima. Donc malgré les recommandations des scientifiques qui disent tous que nous devons laisser la majorité de nos réserves fossiles dans le sol si nous voulons avoir véritablement une chance de rester en dessous d'un seuil de réchauffement de la planète à 2 degrés, malgré cela, nous continuons de plus belle d'année en année à la course aux énergies fossiles et à extraire de plus en plus de pétrole, de charbon du sol. Donc le projet AlphaCoal est un projet minier qui a lieu dans le bassin de Galilée en Australie, qui constitue aujourd'hui le projet de développement le deuxième le plus important au monde, donc ce qu'on pourrait appeler la deuxième plus grande bombe climatique à venir. C'est en termes de quantité, de charbon qui serait extrait et de CO2 qui serait émis si le charbon était extrait du bassin de Galilée. Donc c'est la logique inverse de ce qu'il faut faire si on veut vraiment lutter contre le changement climatique et la logique inverse de ce que les banques françaises devraient soutenir si elles sont sérieuses avec leurs engagements de lutter contre les changements climatiques. Donc nous avons... Vous les avez ciblés, vous les avez ciblés, ça veut dire quoi dénoncés. concrètement? Ça veut dire s'en prendre à leur image, appeler au boycott, enfin c'est quoi Alors cibler, ça veut dire, dès l'origine du projet, de les avertir, non seulement les banques françaises, mais avec nos partenaires au niveau international, avertir l'intégralité des principales banques au niveau international sur les risques que ce projet représente pour la planète et pour l'environnement, et les avertir et donc leur demander de ne pas s'engager à ne pas soutenir ce projet-là, que ce soit du financement direct ou du financement indirect. Par la suite, donc ça, c'est des courriers que vous leur envoyez ? C'est des courriers, des appels, etc. Si par la suite, on voit qu'il y a un engagement d'une banque derrière un projet, nous allons passer, on va dire, d'un cran supérieur en termes de mobilisation et interpeller non seulement la banque directement
mais non publiquement, mais l'interpeller publiquement et organiser des actions directes envers ces acteurs afin, en effet, de faire savoir leurs véritables activités auprès de leurs clients et d'avoir un impact sur leur image. Donc là, c'est concrètement occuper des agences bancaires, faire des manifestations devant les agences bancaires. Tout à fait. Avec les banderoles, dénonçant Alphacol, etc. Tout un panel d'actions de désobéissance civile, totalement pacifiques, mais qui visent, selon les degrés d'implication des militants, à faire pression sur l'acteur privé, que ce soit en étant à l'extérieur de la banque ou à l'intérieur de la banque. Et donc, in fine, la Société Générale, qui jouait un rôle stratégique dans ce projet, puisqu'elle avait un mandat de financement, un mandat de conseil, s'est engagé à se retirer du projet Alphacol. La semaine dernière. C'était la semaine dernière. Cependant, aujourd'hui, la mobilisation continue en direction des banques françaises, puisque Alphacol n'est qu'un seul des 9 projets dans ce bassin. Et donc, il s'agit maintenant de tirer un engagement des principales banques françaises à ne pas soutenir l'intégralité des projets dans le bassin. Et juste pour finir là-dessus, parce que c'est quand même intéressant la manière dont se passe ce genre de décision, parce que le retrait de la Société Générale de ce projet a été assez discret en réalité. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas fait de communiqué. À Mediapart, on les a contactés pour leur demander d'expliquer publiquement, ils n'ont pas voulu. Donc ils vous ont envoyé une lettre. Ils ont envoyé une lettre aux associations. Ils nous ont envoyé un courriel ainsi qu'un communiqué de presse dès leur décision de se retirer du projet. Donc il s'agissait de la veille d'une journée d'action prévue en France, dans plusieurs villes de France. Et quels étaient les arguments avancés par la banque? D'après la France, donc son argument qui tient en une ligne est en raison du retard du projet, puisqu'il est vrai que ce sont toujours des énormes projets énergétiques, qu'ils soient miniers ou des projets de centrales, qui mettent un certain nombre d'années à se développer et qui accumulent des coûts, des retards, etc. Alors, ça pose, j'ai l'impression, cet exemple d'une campagne, pour le coup, qui a eu du succès sur la Société Générale dans le cadre d'un projet qui se passait en Australie. Ça pose vraiment une question dont j'ai l'impression qu'on n'arrive pas à sortir, parce qu'il y a à peu près unanimité aujourd'hui scientifique, à part quelques climato-sceptiques, pour dire, pour comprendre la réalité du dérèglement climatique, pour savoir qu'il est d'origine anthropique. Et même, il y a de plus en plus un consensus pour dire on ne peut pas continuer comme ça. Et pourtant, on voit bien que les changements sont à la marge. Et non seulement sur la marge, mais François Gemenne, vous dites, et pourtant ils arrivent déjà. Parce que pendant, je dirais qu'il y a 10 ans, on disait bientôt le dérèglement climatique nous posera tout ça comme problème. Là, aujourd'hui qu'on les a devant nous, comment vous expliquez qu'on n'arrive pas à dépasser la plupart du temps, soit le dire, on se retrouvera pour renégocier un accord un tout petit peu plus contraignant l'année prochaine. Est-ce que c'est une question qu'on n'a jamais trouvé l'échelle de la contestation ou de la proposition alternative, au sens où on est face à un problème mondialisé qui demanderait une opinion publique mondiale, voire des structures mondiales qui n'existent pas ou pas suffisamment, parce que la thèse que rappelait Jade de Naomi Klein, qui est intéressante, qui est effectivement de dire que finalement le capitalisme et les dérèglements climatiques qu'il entraîne a profité de la vague de libéralisation et d'affaiblissement des États depuis les années 1980, mais aujourd'hui on a des États forts, typiquement la Russie ou la Chine, qui sont au premier rang du dérèglement climatique. Je dirais qu'il y a 3 éléments, à mon avis, qui expliquent cela, dont 2 sont directement illustrés par le projet Alphacol dont on vient de parler. Le premier, c'est le fait qu'aujourd'hui, si on investit 1 euro, c'est dans les énergies fossiles que ça rapporte le plus. Sur les 10 premières entreprises mondiales en capitalisation boursière, 8 sont directement liées au pétrole, que ce soit des compagnies pétrolières, soit des fabricants de voitures, soit des industries pétrochimiques. Ceci veut dire que malgré toute la bonne volonté politique qu'on peut mettre pour réduire notre consommation d'énergie fossile, il y a des intérêts économiques extrêmement puissants qui ont intérêt au statu quo. Et ça veut dire, or on sait aujourd'hui qu'on ne pourra pas exploiter toutes les ressources en énergie fossile qui sont contenues dans le sous-sol de la planète, sans quoi ce serait la catastrophe généralisée. Et donc ça veut dire qu'il va falloir à un moment donné que pour toutes ces entreprises qui sont directement liées aux énergies fossiles, ça va impliquer de redéfinir complètement leur modèle économique, ça va impliquer de redéfinir
leur activité, et ça, forcément, ce n'est pas évident. Et donc, il y a une collision entre la volonté politique et les intérêts économiques pour le statu quo qui sont extrêmement puissants. Le deuxième élément tient, à mon avis, au fait que, comme on le voit encore très bien dans ces exemples, les États n'ont pas toutes les manettes et tous les leviers pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Aujourd'hui, la négociation sur le climat est encore organisée comme une négociation classique post-Deuxième Guerre mondiale entre États. Or, on voit bien, par exemple, que 70% des émissions mondiales de gaz à effet de serre proviennent des villes. Et donc, en fait, Anne Hidalgo, maire de Paris, a sans doute beaucoup plus de leviers pour réduire les émissions de gaz à effet de serre que Manuel Valls, Premier ministre. Or, qui est à la table des négociations? C'est le gouvernement, ce n'est pas la mairie de Paris. Et donc, on voit qu'aujourd'hui, à mon avis, il faut s'interroger profondément sur les acteurs des négociations et sur la nécessité de faire rentrer la société civile, évidemment, mais aussi les autorités locales, comme les municipalités, mais aussi les grandes entreprises et les corporations. Et il ne faut pas les voir systématiquement comme des ennemis à abattre. Il y a aujourd'hui plein d'entreprises qui ont entamé cette démarche et qui sont en train de faire leur mutation. Mais est-ce qu'on peut demander à ces entreprises, juste sur ce point, pardon, mais est-ce qu'on peut demander vraiment à des entreprises, quelque part, de couper la branche à laquelle elles sont assises? Est-ce qu'on peut leur demander de perdre en profit, de perdre en rentabilité, de faire un investissement qui peut-être sera rentable dans 20 ans, 25 ans? Ça touche au troisième problème que je voulais aborder, qui est celui de l'échelle de temps et du fait que l'échelle du temps climatique dépasse largement l'échelle de temps politique et économique, qui est une échelle de court terme, alors que l'échelle climatique est une échelle de beaucoup plus long terme. Par exemple, il faut au climat, au système climatique, à peu près 2 générations, 50 ans, pour réagir aux émissions de gaz à effet de serre que nous envoyons dans l'atmosphère. Ce qui veut dire que les premiers impacts dont j'ai parlé et que nous subissons aujourd'hui, ce n'est pas le résultat de nos propres émissions de gaz à effet de serre, c'est le résultat des émissions de nos grands-parents. Ce qui veut dire que pour les 50 prochaines années, les impacts du changement climatique sont déjà bloqués et que ça va aller de mal en pis. C'est profondément démotivant pour l'action politique. Ça veut dire que quoi que vous fassiez aujourd'hui, pour les 50 prochaines années, la situation va s'aggraver. Imaginez ce qui se passerait si on disait à François Hollande et à Michel Sapin, quelles que soient les mesures que vous preniez aujourd'hui pour réduire le chômage, pendant les 50 prochaines années, le chômage va continuer à augmenter. Ça veut dire que vous serez morts tous les deux lorsque on pourra commencer à voir les premiers résultats de vos actions. C'est très démotivant. Et pour une entreprise aussi, ça demande une vision de très très long terme. Et donc ça pose à la fois une question au modèle économique des entreprises qui doivent se réinventer et avoir une vision sur du très long terme qui ne sera possible que si on stabilise le prix du carbone. Ça pose aussi une question à la politique et à la démocratie. Comment est-ce que la démocratie peut inventer le long terme? Est-ce qu'on a eu déjà des exemples dans l'histoire de reconversion profonde? Absolument. Je veux juste donner un exemple. La société Western Union, c'est une société qui, aux États-Unis, a exploité les diligences. Et puis les diligences, ça a été terminé parce que on a inventé des moyens de communication plus modernes. Et donc, ils se sont dit, on arrête les diligences, on va faire du télégraphe. Et ils sont devenus leaders sur le télégraphe. Et puis, forcément, le télégraphe a été remplacé par d'autres moyens de communication, notamment le téléphone. Et aujourd'hui, ils sont leaders mondiaux sur un secteur très particulier, sur les remises d'épargne que les migrants envoient dans leur pays d'origine. Vous avez tous vu dans la rue ces agences Western Union. Eh bien, ce sont des sortes de mini-banques, si vous voulez, qui permettent aux migrants, contre des frais exorbitants, il faut le dire, d'envoyer de l'argent à leurs proches, à leurs familles dans leur pays d'origine. Voilà une entreprise qui a réussi à se réinventer continuellement au cours des siècles passés, en restant leader sur son segment de marché. En comprenant que c'était l'avenir, les migrants. C'est même le cas pour une firme pétrolière comme BP, British Petroleum, qui à un moment donné s'était posé la question de savoir, on se rend compte qu'on ne va pas pouvoir exploiter tout le pétrole de la planète. Et que si on veut continuer à exister comme société dans 50 ans, il va falloir qu'on fasse autre chose que du pétrole. Ils avaient même changé leur slogan et c'était devenu Beyond Petroleum, donc au-delà du pétrole. Oui, le BP ne voulait plus forcément dire British. Voilà. Et puis est arrivée la marée noire dans le golfe du Mexique, donc la marée noire du Deepwater Blue Horizon, où là, l'action BP a chuté en bourse et les actionnaires de BP ont dit « Allez, ça suffit, on arrête avec toutes ces conneries d'énergie renouvelable, etc. Il nous faut des retours sur investissement maintenant. Et donc, vous continuez à réinvestir dans le pétrole et vous abandonnez tous vos investissements d'avenir que vous aviez réalisés. Et BP est redevenu Back to Petroleum. Et donc ça, c'est une histoire ratée d'une entreprise qui aurait pu se renouveler. Et donc ça veut dire que c'est possible aussi pour des compagnies pétrolières. Et ça, quel peut être le rôle des ONG dans cette reconversion? Est-ce que vous avez déjà l'impression que vous pouvez agir sur ces entreprises? Via le secteur financier notamment,
Nous avons eu plusieurs victoires sur des banques qui se sont retirées de projets miniers, de projets charbon à l'échelle internationale, avec bien entendu cela entretient une idée que le charbon est une énergie dépassée, qu'il est temps pour les entreprises des énergies fossiles de rentrer dans le 21e siècle et d'investir massivement vers dans les énergies de demain. Donc nous avons aujourd'hui des entreprises qui sont toujours dans les énergies fossiles, mais qui commencent à se diriger vers les énergies renouvelables et qui commencent à vendre leurs actifs petit à petit dans le charbon. Notamment le dernier exemple en date étant Anglo American, qui a décidé de vendre ses actifs en Australie et en Afrique du Sud dans le charbon. Et d'ailleurs, il y a pour une campagne de désinvestissement qui se développe assez massivement, notamment aux États-Unis, mais pas seulement, partie des universités, avec l'idée de faire pression sur ces universités pour qu'elles retirent leurs fonds de placement en lien avec l'énergie fossile. Donc effectivement, on voit de nouvelles stratégies d'action qui sont en train d'émerger. Mais moi, je trouve que l'une des choses qui ressort peut-être en commun de vos deux interventions et de vos stratégies finalement à tous les deux, c'est l'enjeu de la représentation. C'est-à-dire que finalement, on voit bien à quel point c'est difficile de parler de changement climatique parce que c'est un phénomène à très grande échelle, en partie abstrait, qu'il faut essayer de quantifier, mais ce qui est difficile, les chiffres ne sont pas forcément très parlants, donc on a besoin de passer par des images. Et c'est vrai que l'image par laquelle vous avez commencé l'émission, François Gemène, du Vietnam qui va perdre 10% de son territoire, c'est hyper parlant. Donc tout de suite, voilà, là, il y a un petit truc qui est gagné, je dirais, dans la compréhension du phénomène. Et donc cet enjeu de la représentation, qui peut être aussi un enjeu d'esthétique, finalement. Et je pense à ce mot, puisque le sociologue et philosophe Bruno Latour a fait plusieurs interventions ces derniers temps autour de l'importance de l'esthétique pour adresser au fond cet enjeu du changement climatique en disant ça dépasse quelque part nos catégories intellectuelles habituelles. C'est ni un problème de physique, ni de chimie, ni de géographie, ni de politique, ni de psychologie, c'est un peu tout ça. Et certainement pas un problème d'environnement. Et ni d'environnement, l'environnement, ce qui entoure, effectivement, c'est au contraire, on est tous là-dedans, donc c'est autre chose qui se joue. Est-ce que cette idée de l'esthétique, de passer peut-être par des travaux, des œuvres d'artistes, on voit là beaucoup d'artistes se mobiliser, enfin en tout cas essayer de participer à ça, ça fait sens pour vous ou pas du tout? Non, ça fait complètement sens. Je pense beaucoup que la solution à un problème dépend largement de la représentation que l'on se fait d'un problème. Et aujourd'hui, un des vrais problèmes dans la négociation sur le climat, c'est que le changement climatique veut dire des choses complètement différentes selon les pays, selon les populations. Et que donc, on a une myriade de représentations différentes du problème qui, ensemble, ne parviennent pas à former une solution commune au problème. Pour certains, c'est parfois une perspective pas si désagréable, au fond. Pour certains, c'est potentiellement des impacts positifs. C'est le cas de la Russie, par exemple, qui croit beaucoup que l'agriculture en Russie va se développer grâce à ça. Pour d'autres, c'est une question de survie. Pour certains, c'est une question de sécurité. Pour d'autres, c'est une question de marché carbone et de business. Et donc, on voit que la représentation de ce qu'est le changement climatique varie énormément d'un pays à l'autre, d'une société à l'autre. Et je pense que si on parvenait à unifier ces représentations, à avoir une sorte de représentation commune du problème, on ferait un grand pas vers une solution commune. Et je pense que l'art peut être un vecteur très puissant pour essayer d'unifier ces représentations différentes du problème et pour faire parvenir à une représentation commune du problème. Et puis, à cette question de la représentation, je dirais, artistique ou esthétique, s'ajoute la dimension de la représentation politique, c'est-à-dire qui est représentant à la table de négociation, qui va porter la solution. On l'a dit aujourd'hui, ce sont les seuls États. Je pense que demain, ça ne peut plus être les seuls États, qu'on ne peut plus négocier la question du changement climatique comme on négociait la paix et la guerre après la Seconde Guerre mondiale. Et je pense qu'une erreur fondamentale qu'on fait aujourd'hui, c'est de considérer encore que la solution au changement climatique doit être une solution à un problème d'environnement et que donc il faut faire un traité multilatéral environnemental comme on a pu le faire pour les espèces en danger, pour la couche ozone, etc. Alors que fondamentalement, le changement climatique, c'est beaucoup plus qu'une question d'environnement, c'est une question d'équilibre, de rapport de force, de modèle de consommation, de modèle de développement. Et tout ça ne peut pas être traité uniquement sous l'angle de l'environnement. Il faut absolument
élargir le cadre. Et là encore, je pense que d'autres acteurs peuvent profondément nous y aider. Mais alors, quoi d'autre qu'un traité environnemental? Enfin, est-ce que ce serait quoi, une forme inédite? Est-ce que ce serait une sorte d'ONU du climat? Est-ce que vous avez déjà eu... Quelle forme ça pourrait prendre? Dans traité environnemental, ce qui me gêne, c'est pas traité, c'est environnemental. D'accord. Et donc, je pense qu'on peut tout à fait rester sur l'idée de traité, ou enfin, il faut voir la forme juridique que ça prend, d'une coopération entre États multilatérale, mais pas seulement entre États. Je pense que ça peut être aussi entre entreprises, entre villes, etc. Mais par contre, je pense que ça doit nous amener aussi à mettre en cause des modèles de consommation, des modèles de production, des modèles de développement. Le changement climatique, c'est une transformation profonde de toute la société. Et donc, on ne s'en sortira pas si on n'adresse pas les racines profondes de cette transformation. Et peut-être Lucie, parce que les mouvements sociaux, eux, ils sont une autre force de ce tableau que vous décrivez. Tout à fait. Et pour revenir sur les enjeux de la représentation, il y aurait trois choses à dire. Tout d'abord, au niveau de qui négocie en effet ces accords-là, nous avons parlé de l'ouverture des négociations aux autres acteurs de la société civile. Aujourd'hui, il y a déjà, les entreprises sont fortement représentées au sein de ces négociations. Et au niveau de la représentation, on peut revenir à ce qui se passe au niveau des négociations à l'Organisation mondiale sur la santé. Les entreprises du tabac sont interdites dans ces enceintes. Aujourd'hui, nous avons des négociations sur le climat dans lesquelles les plus gros pollueurs sont représentés. Nous avions eu l'année dernière à Varsovie une COP sponsorisée par les plus gros pollueurs, à côté de laquelle se trouvait une conférence sur le charbon. Ouais. Cette année, nous avons eu certes une COP un peu moins brandée, avec un peu moins de logos. Cependant, les entreprises étaient fortement représentées dans tout ce qui était les side events, les événements à côté, qui avaient certes lieu à côté des négociations, mais qui prenaient part tout de même au centre à l'intérieur du centre des négociations, du congrès, de l'endroit même physique. Et donc, ces événements sont pas anodins, notamment lorsqu'on se penche sur qui les organise. Et nous avons les plus gros pollueurs français, GDF, BNP, Alstom, Total, qui étaient fortement représentés dans ces négociations, notamment via un lobby puissant, l'International Emission Trading Association, qui promeut ce qu'ils appellent des solutions au changement climatique qui ne feront en réalité qu'aggraver la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Nous avons parlé du livre de Naomi Klein qui fait le lien entre libéralisation des marchés et augmentation des émissions de CO2. Aujourd'hui, nous avons des solutions qui sont promues par les industriels et par les financiers qui ne feront qu'aggraver cela puisqu'ils visent à insérer dans les accords des mécanismes de marché, que ce soit les marchés carbone ou les mécanismes de lutte contre la déforestation RED, ou encore nous avons des solutions comme le nucléaire ou comme les agrocarburants, etc. Donc énormément d'outils qui ne servent qu'à augmenter encore plus la logique de financiarisation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Au niveau de la représentation en tant que mouvement social, nous avons certes un œil centré sur les négociations, puisque nous sommes conscients que les négociations aboutiront pas l'année prochaine à un accord assez ambitieux pour mettre un terme, pour lutter contre les changements climatiques et répondre à l'urgence climatique ainsi qu'aux exigences de justice envers les populations des pays en développement. Cependant, il est important d'y avoir un pied pour empêcher le pire, on va dire. Et à côté, il convient au niveau de la représentation, non pas de parler d'accords, de chiffres, de montants de CO2, etc., mais de parler de projets concrets qui sont poussés par les entreprises sur le terrain et ces entreprises qui sont les véritables responsables des changements climatiques. Donc nous avons parlé des banques, Société Générale tout à l'heure, nous pouvons parler de Total et de son exploitation des sables bitumineux au Canada, etc. Nous pouvons multiplier... Ne rêvons pas trop, ne parlons pas trop d'esthétique, restons aussi dans le concret de la mécanique finalement de ce dérèglement du climat. C'est un peu une tension entre deux injonctions finalement. Tout à fait. Et pour les citoyens, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire... Chez qui vous allez confier votre argent, par exemple ? Est-ce que vous donnez votre argent à la BNP, à la Société Générale, au Crédit Agricole, qui sont des pollueurs notoires,
ou est-ce que vous confiez votre argent à des banques qui seraient plus éthiques, plus responsables et qui constituent une véritable alternative au système dans lequel nous vivons aujourd'hui? Et du point de vue d'un chercheur, François Gemène, est-ce que quand on est conscient de ces problèmes dont on voit bien que cette urgence climatique, elle est à la jonction de rapports de force très matériels et d'un manque de représentation ou d'échelle spatiale ou temporelle qu'on n'arrive pas vraiment à prendre en compte pour mesurer les dégâts et l'urgence des choses. Est-ce qu'il vaut mieux, à votre avis, mobiliser un imaginaire de la catastrophe à venir, dont on voit aussi qui peut-être aujourd'hui montre un peu ses limites, c'est-à-dire que à force de nous annoncer la catastrophe pour demain ou après-demain, on préfère pas la regarder, ou est-ce qu'on peut imaginer de produire des imaginaires plus, je dirais, désirables, que ce soit pas simplement ouïe aïe aïe, arrêtez de fermer les yeux. Aujourd'hui, il y a un grand déficit d'imaginaire désirable, et je dirais que c'est à la fois un défi qui peut être potentiellement artistique, mais que c'est aussi sans doute un défi politique et curieusement un défi scientifique. Ce que le GIEC a fait remarquablement dans ses précédents rapports, c'est d'écrire le monde vers lequel nous allions et vers lequel nous risquions d'aller si la température continue à s'élever. Ce qui nous manque, je dirais, c'est un peu ce monde un peu, quelque part, désirable et l'identification des obstacles et des chemins qui nous permettraient d'aller là-bas. Et à mon avis, c'est peut-être potentiellement au moment où le GIEC, donc ce groupe d'experts, de climatologues, notamment mandatés par les Nations Unies pour nous alerter sur les dangers du climat et du changement climatique et étudier ses impacts. Le GIEC aujourd'hui cherche un peu à redéfinir comment il va mener ses travaux à l'avenir. Je pense que ça peut être une voie très prometteuse d'essayer d'imaginer quel pourrait être ce monde désirable auquel nous pourrions aspirer d'ici la fin du siècle et quels seraient les obstacles et les chemins d'y parvenir. Et je pense que c'est un vrai défi politique et scientifique et potentiellement artistique. Un livre qui a fait beaucoup parler de lui aussi récemment, c'est un livre de Naomi Oreskes et d'Eric Conway, qui se place dans le futur et qui imagine ce qui se passe comme un livre d'historien si nous n'agissons pas contre le changement climatique. Je dirais qu'aujourd'hui, ce qui serait intéressant, ça serait d'essayer de faire un peu un contre-livre de celui-là et de nous placer dans le futur et de regarder avec un regard d'historien comment ça pourrait bien se passer et comment nous pourrions progresser vers ce futur désirable. Et là, à mon avis, il y a un gros déficit. Ce qui implique pas nécessairement de nier la catastrophe vers laquelle nous allons, parce que je pense qu'il est important de la rappeler, mais je pense qu'en parallèle de cette catastrophe, il faut montrer aussi comment nous pouvons la surmonter. Je pense qu'il faut pouvoir accepter la catastrophe. Il y a un bon bouquin de Clive Hamilton qui s'appelle « Requiem pour l'espèce humaine » et qui dit « Le moyen de résoudre la crise climatique, c'est d'abandonner l'espoir. Parce que c'est une chimère et qu'il faut aujourd'hui accepter la catastrophe et faire face à la catastrophe, et que c'est en acceptant de faire face à la catastrophe qu'on pourra la dépasser et tracer les chemins d'un futur souhaitable. Aujourd'hui, je pense qu'on a trop tendance à se raccrocher à des chimères, et donc que oui, paradoxalement, pour s'en sortir, il faut abandonner l'espoir. Et pourquoi est-ce que cette menace, elle est quand même pas plus sensible, au sens où aujourd'hui on voit il y a une menace terroriste djihadiste qui entraîne un déploiement de coopération internationale, d'argent mis par les États, par tout le monde, parce qu'il y a une menace qui fait effectivement des morts. Là, la menace climatique qui déjà fait des morts, bon, il n'y a pas de contre-climatique. Je vous raconte juste une anecdote qui provient de Laurent Fabius, mais qui n'est pas du tout destiné à attaquer Laurent Fabius, parce que je pense que ça lui est arrivé à lui, ça pourrait arriver à n'importe quel ministre des Affaires étrangères. Au moment où il fait le grand speech de préparation de la COP21, que donc Paris va accueillir l'année prochaine et qui va présider, il dit à des représentants des associations, à des chercheurs rassemblés au Quai d'Orsay, sous forme d'une boutade, alors moi je dois vous avouer, l'environnement, le changement climatique, je n'y connais rien du tout, mais heureusement je vais m'entourer, je vais faire venir Laurence Tubiana, des ambassadeurs, des conseillers, et effectivement il s'est très bien entouré. On n'imagine pas qu'un ministre des Affaires étrangères puisse dire « Allez, je vous l'avoue, le terrorisme, j'y connais rien du tout, la lutte antiterroriste, j'y connais rien du tout. Israël-Palestine, la crise... Ah bon, il y a une crise en Israël-Palestine, je ne suis pas au courant, mais je vais prendre des spécialistes du Proche-Orient pour m'éclairer sur la crise du Proche-Orient. » Le fait qu'un ministre des Affaires étrangères, en 2014, puisse dire « Le changement climatique, je n'y connais rien du tout » et puisse être honnête sur cette question, je pense révèle profondément notre incapacité à réaliser profondément que le changement climatique est devenu aujourd'hui un enjeu de politique et de géopolitique de premier plan. On est entré dans l'Anthropocène, c'est-à-dire cette nouvelle période géologique dans laquelle l'homme est devenu l'acteur majeur des changements sur la Terre. Ça veut dire qu'on ne peut plus continuer à penser,
la Terre et le monde différemment. On ne peut plus continuer à penser la Terre comme régie par des lois physiques, chimiques et biologiques, et le monde régi par des lois sociales, économiques et politiques, qui soient l'organisation sociale de la Terre. Aujourd'hui, il y a une sorte de collision entre le monde et la Terre, et je pense qu'on n'a pas encore réalisé l'ampleur de cette collision d'un point de vue politique. Ça implique que les politiques demain, qu'il y a une géopolitique à réinventer, c'est ce qu'on appelle les politiques de la Terre, vraiment au sens propre du terme. Merci beaucoup vraiment à tous les deux. Les titres des ouvrages de François Gemène seront accessibles dans quelques secondes sur notre site, ainsi que le rapport récemment produit par l'association Les Amis de la Terre. Notre soirée en direct de Mediapart se poursuit avec à 20h30 un grand témoin et 2 tables rondes sur le travail en miettes, mais aussi le chômage de masse. Et dans quelques minutes, la séquence Retour sur enquête consacrée au FN, son rapport à l'argent et à la Russie. Merci beaucoup. Merci pour la discussion. Merci.